Bonjour, voyager dans le passé. Ce voyage, j'en ai rêvé. Nous en avons tous rêvé. Nous allons le faire ensemble avec Archéo Vidéo. Revivre au temps des Césars à Rome. Nous réveiller dans les grandioses palais de Pharaon. Nous promener dans les rues bleues de Babylone. Côtoyer Cléopâtre, Platon, Nabucodonosor. Oui, grâce au minutieux travail des archéologues, à la magie des images de synthèse, réunies en une collection des éditions Atlas, unique en son genre, je vous invite à partir avec moi pour un extraordinaire, un inoubliable voyage dans le tourbillon du temps. Pompéi l'ensevelie, renaissante à la vie au pied du Vésuve. Carthage, la fière rivale de Rome, détruite par Scipion, restituée dans toute sa splendeur. Knossos, livrant les secrets de son labyrinthe. Thèbes, l'égyptienne, dans son intégrale majesté. Le théâtre d'Épidore, Corinthe, la Grèce des dieux, des mythes et des philosophes. Et puis la Chine et les sortilèges de son empire plusieurs fois millénaire. Les Mayas, les Aztèques, les Incas, la grandeur retrouvée des civilisations disparues. Chaque vidéo fait revivre pour nous, un à un, les sites les plus fabuleux de l'histoire de l'humanité. Nous plongeons dans le spectacle grandiose des reconstitutions par ordinateur qui nous permettent littéralement de visualiser l'invisible. Et la vie quotidienne des hommes d'hier nous devient merveilleusement proche et familière. Avec sa vidéo, le fascicule est un véritable guide qui vous familiarise avec chaque civilisation, ses croyances, ses rites, ses coutumes et ses œuvres d'art. Précieuse à emporter avec vous quand vous partirez vous-même explorer le site. Et maintenant, accompagnez-moi dans l'Égypte des pharaons et le secret des pyramides. Et n'oubliez pas, dans 15 jours, nous partirons à la découverte d'Argos, Tirynthe et Mycène, ces villes mythiques de la Grèce archaïque, chantées par Homère. Sphinx, pyramides, monuments grandioses aux portes du désert et des oasis verdoyantes. Ainsi nous apparaît l'Égypte 6 fois millénaire, où régnèrent plus de 30 dynasties de pharaons et où naquit la belle Néfertiti. Par quel miracle cette harmonieuse culture solaire, ces ruines d'un empire splendide, ces temples sauvés des eaux sont-ils encore si proches de nous? C'est ce que nous allons découvrir ensemble lors de ce nouveau voyage dans les merveilles de l'archéologie qui, depuis les pyramides du Caire, nous conduira jusqu'à Abou Simbel. Nous déchiffrerons les hiéroglyphes, traverserons la vallée des rois, admirerons l'imposant temple de Luxor. Avec moi, vous éprouverez la fascination qu'exerce ce pays aux confins de l'Afrique, de l'Asie mineure et de la Méditerranée. Je suis un scribe. Mon nom s'est perdu dans la nuit des temps. Mais sachez que j'ai servi à Saqqara, la 5e dynastie dont les souverains furent les premiers à être honorés comme les fils du dieu Ra. C'était 2500 ans avant Jésus-Christ. J'ai vu les triomphes et les misères de l'homme. J'ai vu aussi la créature mystérieuse qui commande le seuil du désert. Le Sphinx. En arabe, Sphinx signifie père de la terreur. Le visage du grand Sphinx de Gizeh a été sculpté à l'image du roi Képhren. De la tête à la queue, il mesure 57 mètres pour une hauteur de 20 mètres, dont 5 pour le seul visage. Le corps est construit en terrasse, mais le monument a été taillé dans une roche fragile. Sur le torse, on peut lire les traces d'érosion des vents de sable au cours des siècles. Venu de très loin, le Sphinx, dans toute sa noblesse, prend congé de nous en silence.
Construit au XIXe siècle, le musée du Caire abrite les vestiges d'une civilisation 4 fois millénaire. Il conserve dans ses salles et ses réserves plus de 100 000 pièces. Je m'appelle Nimuatsed. Je suis scribe aussi. La couleur de ma peau révèle mon origine. Je viens de Nubie. J'ai servi quant à moi les pharaons de la 6e dynastie, vers 3250 avant Jésus-Christ. C'était une époque trouble. J'ai vu les difficultés d'un empire qui se morcelait en petits royaumes. J'ai été témoin aussi de la construction des pyramides. Les livres parlent de quelques 80 pyramides, mais rares sont celles qui ont résisté au temps. Tout a commencé ici, à Saqqara, avec un tertre funéraire comportant 6 degrés. Il fut construit par le pharaon Djéser, de la 3e dynastie autour de 2700 avant Jésus-Christ. La structure d'origine était petite, mais le projet prit progressivement de l'ampleur. Le résultat final fut en tout point différent des mastabas, ces tombeaux destinés aux hauts dignitaires de l'Empire. Pharaon marquait ainsi sa différence. Cette première pyramide à degrés eut un architecte, Imhotep, le premier dont l'histoire ait retenu le nom. C'était un homme menu et réfléchi, médecin et lettré dont l'œuvre constitue une étape fondamentale dans l'histoire de la pensée. Voici à peu près comment on travaillait. Certes, les temps ont changé et le fouet du pharaon est désormais exposé au musée. Mais ces visages tannés nous rendent proches un passé lointain. À quelques kilomètres de la grouillante métropole du Caire, l'aride plateau calcaire de Gizeh supporte le poids de l'histoire. C'est ici que voici 5000 ans, 3 pharaons de la 4e dynastie, Khéops, Képhren et Mykérinos, ont défié le temps et l'oubli. Leurs pyramides sont des tombeaux. Ce sont aussi des défis et des actes de foi. Les pyramides veulent atteindre l'absolu. Un simple mortel ne pouvait concevoir un tel projet. Il fallait un dieu sur terre. Pharaon. Mais si le projet est surhumain, sa réalisation en fut confiée à la force et à l'intelligence de l'homme. La plus imposante est la pyramide de Khéops, haute de 137 mètres pour quelques 230 mètres de côté, revêtue à l'origine de grès et de roches calcaires. Une seule donnée suffit à suggérer l'énormité de cette construction. Elle représente une masse de pierre d'environ 2 352 000 mètres cubes. Sa construction dura 20 ans. Sur plan, les faces de la pyramide de Khéops mesurent chacune 230 mètres, alors qu'en coupe, on remarque qu'elle a perdu 9 mètres de haut. Des 146 mètres à l'origine, elle ne culmine donc plus aujourd'hui qu'à 137 mètres. En revanche, sur le plan incliné, chaque face triangulaire atteint une hauteur de 186 mètres. Des dimensions colossales, presque démesurées en proportion avec la taille d'un homme. L'orientation de Khéops et des autres pyramides d'ailleurs repose sur les 4 points cardinaux en direction du nord antique. Construction cyclopéenne élevée à l'aide de 2 300 000 blocs de calcaire, dont le poids variait de 2 à 15 tonnes, provenant de Tura, près du Caire. Pyramide coiffée d'un cône de granit de 9 mètres de haut environ, arrivant des carrières d'Assouan et probablement recouvert d'or autrefois. Reconstituons à présent une coupe de l'intérieur de la pyramide, à partir du réseau de couloirs qui courait dans toute la nécropole, du sous-sol aux chambres royales. Voilà que se dessine sous nos yeux le couloir qui conduit à la chambre de la reine et la grande galerie s'enfonçant jusqu'à la chambre du roi. Voici précisément cette grande galerie de 47 mètres de long, 8 mètres 50 de haut et 5 mètres 20 de large, comme tous les autres couloirs. Elle mène à la chambre du roi, en bloc de granit.
La structure de la chambre royale est un exemple unique dans l'histoire de l'architecture de tous les temps. Conçue pour soutenir l'imposante masse qui la dominait, elle se compose de 9 plaques de granit de plus de 6 mètres de long, empilées sur une hauteur de 17 mètres. Bref, une structure de 400 tonnes. Refermons maintenant la pyramide et laissons le pharaon, la reine et leurs dignitaires replonger dans leur sommeil éternel. Et maintenant, grâce aux images de synthèse numérique, vous allez enfin parcourir pour la première fois, comme seuls ont pu le faire avant vous les constructeurs de pharaons, tout au long des couloirs, depuis l'entrée jusqu'à la chambre du roi, l'incroyable dédale interne de la Grande Pyramide. Khéops, Képhrène et Mykérinos ont autorisé quelques ministres et grands prêtres à partager leur éternité. C'est humblement que leur tombe entoure celle des rois. Cette nécropole est à l'image de l'organisation de la vie politique de cette époque. Les volumes des pyramides enveloppent le rêve d'éternité des pharaons. Incarnation de Dieu sur terre, ils ont touché au sommet de l'harmonie terrestre. Ils ont vaincu la mort et l'oubli. Les anciens disaient, le temps détruit chaque chose, mais il a peur des pyramides. Je suis prêtre et haut fonctionnaire. Je m'appelle Tachetses. Sur mon papyrus est écrite une longue histoire d'1 millier d'années, marquée par le nom de celui qui inspire le respect et la crainte. Pharaon. Le premier nom que je lis est celui de Djoser, de la 3e dynastie, 2700 ans avant Jésus-Christ. Il fut puissant, il fut splendide, il protégea les arts et aida les sciences. Saqqara est son triomphe. Dans ses gradins, il s'est éternisé. Mais sous son empire, l'Égypte endura l'une de ses grandes plaies. Pendant 7 années consécutives, le Nil refusa ses eaux et son limon fertilisateur. Les cultures flétrissaient. Les paysans étaient réduits à la misère. Lorsqu'Amon interrompit ce fléau, Djoser fit construire des temples et des chapelles pour remercier le dieu soleil. Alors s'élevèrent jusqu'aux cieux les chants sacrés des prêtres. Sur le papyrus que je conserve avec soin, je lis maintenant 3 autres noms. Khéops, Képhrène et Mykérinos. Ils régnèrent voici 4000 ans. Rome et la Grèce n'existaient pas encore. Khéops ne voulait pas connaître de rival, ni dans cette vie, ni dans une autre. Alors tout l'Empire fut mobilisé pour célébrer son éternité. Et sa pyramide étonna l'Égypte tout entière. Elle comptait parmi les 7 merveilles du monde antique. Képhrène suivit son exemple, mais le sommet de sa tombe est moins élevé. Nul ne sait exactement pourquoi. Peut-être les caisses de l'État ne pouvaient-elles offrir davantage. Ainsi, la tombe de Képhrène reste une sorte de rêve inabouti. L'Empire a atteint son apogée sous Thoutmôsis III, qui tint le sceptre de 1505 à 1450 avant Jésus-Christ. Pendant sa minorité, ce pharaon dut affronter sa tante, Hatshepsut, régente du royaume. Hatshepsut fit célébrer sa gloire à travers toutes sortes de représentations. Elle fit appel à un grand architecte, Semsut, pour construire un monument funéraire en l'honneur de son père, Thoutmôsis Ier. Elle choisit pour cela une vallée escarpée. Semsut, l'architecte, exploita avec génie ce cadre de rocher dans un décor saisissant. Un jour, Thoutmôsis parvint à renverser son ambitieuse parente. Il fit alors détruire toutes les images la représentant. Thoutmôsis III fut un pharaon délicat. Regardez cette chapelle votive. Quelle splendeur dans la décoration. La silhouette que vous voyez incarne la déesse tutélaire de la capitale du Nouvel Empire. Cette ville qui remplaçait Memphis, c'est Thèbes. Ici, chaque année, à l'occasion de la crue du grand fleuve fertile, d'immenses fêtes emmènent d'un temple à l'autre les statues du dieu Amon, sa femme et son fils sur des barques joyeusement décorées, pendant que dansent des jeunes filles à peine vêtues de tuniques transparentes pour apporter bonheur et prospérité au peuple des paysans. La promenade allait de Karnak à Luxor, dont il ne faut pas oublier qu'elle nous a donné cette immense
doigt de granit qui dresse vers le ciel ses 300 tonnes et ses 30 mètres de haut, l'obélisque qui orne la place de la Concorde à Paris. Thèbes était une ville de toute beauté. La cité bercée par le Nil et ornée de palmiers. Elle contenait, disait-on, autant de trésors qu'il y a de grains de sable dans le désert. Thèbes, qui avait 100 portes, était consacrée à Amon, le dieu soleil. Les temples d'Amon furent les plus imposants et les plus fastueux de toute l'Égypte. Le sanctuaire principal d'Amon est l'œuvre de très nombreux pharaons. Chacun mettra un point d'honneur à l'embellir successivement. Les temples représentaient les centres à la fois politiques, religieux et économiques. Une multitude d'architectes et d'ouvriers y travaillaient. Vers les temples de Thèbes, à Luxor et à Karnak, confluait la grandeur de l'Égypte. Ces lieux manifestaient la dévotion des hommes aux dieux protecteurs. Les avenues bordées de sphinx ou de béliers saluaient Pharaon victorieux. Elle voyait passer lors des grandes cérémonies la barque sacrée du dieu Amon. À ces imposantes avenues répondait la merveilleuse salle aux 134 colonnes, monumentale forêt de pierre où l'Égypte a inscrit pour toujours sa grandeur. 1378 avant Jésus-Christ, l'Empire est à son apogée lorsqu'Amenophis IV monte sur le trône. D'emblée, il se heurte aux prêtres qui prétendent contrôler son pouvoir. Les prêtres forment une caste redoutable. Ils sont les seuls dépositaires de la connaissance du millier de dieux qui peuplent l'Olympe égyptien. De ce fait, leur influence est immense. Amenophis IV tente une opération hardie. Il va remplacer les innombrables dieux de Thèbes par un dieu unique. Son nom sera Aton. Lui-même change son nom et devient Akhénaton. Le soleil, éternel compagnon de la vie de l'Égyptien, sera désormais le seul habitant du firmament. Et Pharaon s'enferme dans un isolement dramatique. Seule l'accompagne son épouse, Néfertiti. Néfertiti n'est pas de sang royal, mais son profil est noble. Le cou allongé exalte la gravité sereine de son visage. On peut croire que pour un pharaon, la femme représentait un symbole de faiblesse. Mais avec Néfertiti à ses côtés, Amenophis se sentait plus fort. Pourtant, les prêtres ne s'avouent pas vaincus. Thèbes perd son rôle de capitale au profit de Tel-el-Amarna. À Pharaon, il oppose son fils, Toutankhamon. Découverte de nos jours dans la vallée des rois, la sépulture de Toutankhamon fascine encore le monde moderne. La vallée des rois. On y parvient après avoir dépassé les colosses de même nom. La vallée des rois semble ouvrir la porte des enfers. Depuis la 18e dynastie, les pharaons se font ensevelir dans cette immense gorge rocheuse. Le premier fut Thoutmôsis Ier. Sa tombe était quasi inaccessible, au fond d'un boyau long comme l'éternité. Ses successeurs suivirent son exemple. Les reines aussi choisirent un lieu inhospitalier. Ils portent aujourd'hui leur nom, la vallée des reines. Toutankhamon fut élevé au trône à l'âge de 18 ans. Poussé par la caste sacerdotale, il se débarrassa de tous les symboles d'Amenophis IV. Thèbes redevint la capitale. Tel-el-Amarna fut réduite à un monceau de pierre. Le règne de Toutankhamon dura seulement 9 ans. La mort le saisit dans la fleur de l'âge. Quand son corps fut embarqué sur la nef du soleil pour l'ultime voyage, de grandioses funérailles furent organisées. Le jeune pharaon ne les méritait peut-être pas, car il n'avait pas eu le temps d'accomplir une œuvre importante pour l'Empire. Selon la tradition, sa momie fut enfermée dans plusieurs sarcophages en bois précieux. Le dernier est d'or pur, serti de lapis-lazuli, l'or presque sacré, l'or cher du dieu soleil. Cependant, les décorateurs n'avaient même pas eu le temps d'achever leur travail dans la chambre mortuaire. La mort de Toutankhamon les avait sans doute pris par surprise. Les bandelettes enfermaient des centaines de talismans et le visage du roi était protégé par un masque. Le voici. Il ne porte pas seulement la splendeur d'un jeune dieu, mais aussi comme une pureté désenchantée et la certitude de l'éternité. Pharaon, qui est lumière, va sans regret
sans souffrance, se dissoudre dans la lumière même. De 1298 à 1235 avant Jésus-Christ, c'est le règne de Ramsès II, dont la gloire illumina toute l'Égypte, de Thèbes à Abou Simbel, de Memphis au fertile delta. Tout ce qu'il réalisa fut grandiose. Nous sommes maintenant à l'extrême sud de notre voyage, aux frontières du Soudan en Nubie. Jamais autant qu'ici, le gigantisme de l'art égyptien ne peut frapper les imaginations. Ces colossales statues de pierre contemplent l'infini au-delà du fleuve. Pourtant, l'homme a commis ici un sacrilège. Il a osé sortir les pharaons de leur sommeil et les déplacer du lieu qu'ils avaient choisi pour toujours. 2 temples creusés à même la falaise sous le règne de Ramsès II. Et si vous ne craignez pas de subir sa malédiction, pénétrez avec nous dans les entrailles du temple d'Abou Simbel. Ramsès II fit construire sa pyramide sur un éperon rocheux. 2 temples sont consacrés au dieu Amon. Mais en fait, c'est toute sa puissance que Ramsès II entendait célébrer. Tout ici est démesuré. Le monde antique n'a jamais rien connu de semblable. 20 mètres courent du pied au sommet de la couronne. Chaque main mesure plus de 2,5 mètres. D'une oreille à l'autre, on compte une distance de 4 mètres. Dans le premier temple, la lumière des lampes éclaire faiblement une histoire de bataille et de sang. La guerre contre les Hittites. Elle éclate pendant la 5e année du règne de Ramsès II. La bataille décisive a lieu près de Tripoli. Pharaon est pris au piège dans une embuscade. Il est accompagné seulement de sa garde personnelle composée de 75 chars. Sur eux fondent les 2000 chars ennemis. Le combat devient carnage. Ramsès II gagnera la guerre et se montrera impitoyable. Il brisera ses ennemis comme des vases d'argile. Tous les chefs hittites seront passés par le fil de l'épée. Et les prisonniers seront systématiquement achevés, malgré leurs suppliques et leurs prières. Dans le musée de Memphis, Pharaon est immobile. Il a dû céder devant la mort. Sa momie témoigne davantage du pouvoir inexorable du temps que du désir d'immortalité. Khéops, Képhrène et Mykérinos ont voulu défier le temps. Mais leurs constructions ont elles aussi été érodées par les siècles. Le Nil est l'Égypte. Ses eaux ont charrié la vie et la mort. Le limon est la barque des défunts. Hérodote disait que l'Égypte est un don du Nil. Cette formule exprime bien l'âme du fleuve, qui régulièrement s'épanche et se retire comme pour une caresse. Dès le 19e siècle, en effet, l'Égypte, affligée par un manque chronique de terres cultivables, fait construire un barrage pour former un énorme réservoir destiné à l'irrigation et à la production d'électricité. Mais cet ouvrage, 1962 mètres de longueur seulement, se révèle vite insuffisant. Alors, dans les années 1960, le colonel Nasser lance un projet de bien plus grande envergure. Il veut réaliser une réserve d'eau de plus de 150 milliards de mètres cubes. Ce sera le barrage d'Assouan, qui dessine un lac artificiel gigantesque. Il porte le nom du Raïs, le lac Nasser. Les vallées de Nubie sont immergées. Dans cet aquarium démesuré disparaissent les vestiges d'une civilisation que le monde entier veut préserver. Lorsqu'on apprend que les eaux doivent aussi envahir Abou Simbel, naît une multitude de projets de sauvegarde. On retiendra celui qui prévoit de démonter l'ensemble monumental pièce par pièce, statues et temples, colonnes et frontons, pour tout reconstruire plus loin. Cela revient à déplacer une montagne. Les 2 temples sont fragmentés en 1036 blocs, pesant chacun environ 30 tonnes. La pierre, très friable, est renforcée par des injections de résine synthétique. Le titanesque déménagement durera 6 ans. Voici le temple de Philae tel que les anciens ne l'avaient jamais vu, ou du moins ailleurs, après un incroyable voyage dans le temps et dans l'espace. Car nous sommes bien sur une île du Nil, non loin de la première cataracte. Mais ce n'est pas sur cette île que le temple consacré à Isis, la femme à tête de vache, avait été érigé.
Pour le sauver des eaux, lui aussi, l'UNESCO a entrepris de le faire démonter pierre par pierre et transférer dans cette autre île plus élevée. Louable initiative, mais rien ne prouve à ces hauts fonctionnaires zélés que l'âme de la déesse protectrice du foyer domestique se soit elle aussi transférée dans ce nouveau foyer. De Luxor au Caire, la vallée s'élargit vers le delta. Le Nil pénètre au cœur du pays. Ses humeurs créent la verdure des palmeraies. Mais là où ses eaux ne coulent plus, le désert menace de reconquérir son territoire. Je m'appelle Mitri. J'étais chargé d'archiver des documents et des actes officiels. Entre mes mains sont passés bien des espoirs et bien des déceptions. La civilisation égyptienne est funéraire. Elle trouve son expression dans les tombes ou sur les murs des temples. Dans les hiéroglyphes comme dans les fresques, la maîtrise technique se confond avec la pensée religieuse et l'au-delà se mêle à la représentation du quotidien. Voici la tombe de Ramsès VI, l'une des mieux conservées de la vallée des rois. Elle est profondément enfoncée dans les flancs de la terre, lointaine, inaccessible. Sur les voûtes des couloirs défilent des images qui passent de l'évocation de l'au-delà à la représentation de la vie ici-bas. Car dans l'Égypte antique, il n'y a pas de séparation entre la mort et la vie. Mais tout tend cependant à faire triompher la lumière sur les ténèbres éternelles. 3 conditions permettent de vaincre la mort. Une âme juste, le corps préservé de la corruption et la piété pour les défunts qu'il convient d'honorer et de nourrir comme s'ils étaient vivants. La qualité de notre passage sur cette terre est jugée suivant un rite solennel. Et lorsque le cœur est pesé, il doit être plus léger qu'une plume. C'est là le moment décisif entre la damnation éternelle et la vie éternelle. Le mort le sait bien et rappelle les vertus qu'il a pratiquées de son vivant. Ces images parfois nettes, parfois consumées par le temps, n'auraient jamais dû voir la lumière. Elles étaient peintes dans l'obscurité et destinées à l'obscurité. Dans l'ancienne Égypte, le trépas drainait la plupart des richesses. Bois précieux, parfums, tissus et bijoux étaient employés dans des rites funéraires. Cependant, aucun peuple n'éprouva un tel amour pour la vie. En fait, l'au-delà était imaginé sur le modèle de la vie terrestre. L'Égypte antique était formée de villages. La vie y était simple et les métiers traditionnels. Voici le four, la brasserie, un vendeur ambulant. Voici enfin quelques personnages ridicules dont les défauts sont caricaturés sans pitié. Cette vie quotidienne tournait autour de l'agriculture, des crues du Nil et des disettes fréquentes. Quant à la femme égyptienne, ce n'était pas seulement l'image de Cléopâtre. Regardez cet autre visage. Observez sa dignité. Son maquillage soigné souligne sa beauté orientale. Bien sûr, elle ne se tourne pas vers son mari, mais ce couple n'est pas formé de 2 étrangers. Au contraire. De cette apparente raideur se dégage une sorte de solidité, comme si l'homme et la femme déjà regardaient ensemble dans la même direction. À nos yeux, les momies paraissent macabres. Mais le refus de la corruption des chairs était une donnée essentielle de la croyance en une vie éternelle. Car si le corps tombait en poussière, l'âme était perdue à jamais. C'est pourquoi la momie était toujours enfermée dans un sarcophage, richement orné pour les puissants, grossier pour les pauvres et les esclaves. La mort non plus n'effaçait pas la distinction rigide entre classes sociales. Voici la fameuse tombe de Toutankhamon. Les visiteurs sont nombreux, mais les photos sont interdites pour que les éclairs des flashs n'effacent pas le pigment des peintures. Vous serez peut-être surpris par l'étroitesse de la salle. C'est pourtant dans cet espace si restreint que l'archéologue anglais Howard Carter a trouvé tant d'objets précieux. Ce trésor inestimable est aujourd'hui conservé au musée du Caire. Mais le sarcophage et la momie du jeune souverain sont restés ici. Sur chaque monument égyptien, l'histoire est inscrite en hiéroglyphes. Chacun de ces signes est le maillon d'une chaîne qui a duré 5000 ans.
les hiéroglyphes racontent l'incroyable panthéon égyptien, qui comprenait des milliers de dieux, dont chacun incarnait une facette de l'être humain. Pendant des siècles, les hiéroglyphes sont restés totalement incompréhensibles, jusqu'à ce que l'égyptologue français Champollion ait le génie de les déchiffrer grâce à la fameuse pierre de Rosette gravée en 3 langues superposées avec le démotique et le grec. Elle permit la première traduction simultanée des hiéroglyphes. Des ténèbres de l'histoire surgit alors une civilisation fascinante. La plus longue sans doute de toute l'aventure humaine, puisqu'elle s'étendit sur plus de 3 millénaires. Aujourd'hui encore, nous pouvons rêver que d'autres merveilles restent toujours enfouies sous les sables du désert et qu'elles révèlent un peu plus des mystères de cette Égypte antique où les prêtres et les souverains tentaient d'apprivoiser la mort, de gagner l'éternité avec leurs momies et leur vision cosmique du monde. Ici s'achève notre voyage en Égypte, mais non pas celui que nous poursuivrons dans les merveilles de l'archéologie, puisque nous nous retrouverons prochainement en Grèce archaïque à la découverte des cités d'Argos, Tirynthe et Mycène.